Pour l'instant, nous avons parlé de la blockchain, mais pas de l'endroit où elle était stockée. Où est stockée la blockchain? Dans le super serveur central, dans le coffre-fort d'une banque? Mauvaise réponse. Tout le principe du Bitcoin est de créer une monnaie décentralisée. Et ces concepteurs y ont pensé. Ils ne voulaient pas de serveur central. Ils ont donc pensé que chaque ordinateur sur le réseau qui posséderait un logiciel appelé Bitcoin Core serait un nœud qui communiquerait l'intégralité de la blockchain avec les autres ordinateurs sur le réseau mondial. Ils utilisent pour ça un système pair à pair, peer-to-peer, qui est semblable au torrent, qui permet d'échanger des fichiers de façon décentralisée. Chaque ordinateur va récupérer une copie de l'intégralité de la blockchain et va pouvoir vérifier que celle-ci est valide en testant les hashes un par un de tous les blocs, pour confirmer jusqu'au bloc numéro 1 que la blockchain n'a pas été altérée. Vous aussi, vous pouvez télécharger l'intégralité de la blockchain sur votre ordinateur pour peu qu'il reste de l'espace libre. Il suffit de télécharger Bitcoin Core, le logiciel principal, et d'attendre que l'intégralité des données ait été récupérée depuis les autres ordinateurs sur la planète dans votre ordinateur. Il faut savoir que les ordinateurs du réseau vérifient constamment l'intégralité de la blockchain. En continu, ils vérifient que les hashes correspondent à ce qui a été indiqué et donc que tous les blocs sont les mêmes que depuis le début, qu'il n'y a pas eu d'altération par quelqu'un qui voudrait modifier l'historique. Mais du coup, comment les nouveaux blocs sont-ils créés? Eh bien, les blocs sont créés grâce à un système qu'on appelle le minage. Et là, on va parler des mineurs du Bitcoin. Vous savez peut-être qu'à une époque, il y avait la ruée vers l'or. Et il y a des gens qui étaient armés de pelles, de pioches, de piolets et qui allaient chercher de l'or pour devenir riches. Et bien aujourd'hui, on assiste à une nouvelle ruée vers l'or, mais virtuelle cette fois-ci, de gens appelés les mineurs qui cherchent à découvrir des bitcoins. Comment est-ce que ça marche? Vous vous souvenez de tous les ordinateurs dont je vous ai parlé, connectés entre eux à travers la planète, qui se partagent la blockchain? Eh bien, ces ordinateurs vont faire quelque chose de plus. En parallèle de posséder l'ensemble de la blockchain, ils vont faire un très grand nombre de calculs pour tenter de résoudre un problème mathématique. En réalité, ils vont essayer de découvrir quel est le contenu qui, haché, correspond à une suite de nombres qui démarre par un certain nombre de zéros. Comme les fonctions mathématiques de hachage ne fonctionnent que dans un sens, on ne peut pas partir du nombre qui démarre avec plusieurs zéros et retrouver le texte d'origine. Il faut être capable de tester une très grande quantité de textes pour voir lequel d'entre eux commence, une fois haché, par un certain nombre de zéros. C'est donc un calcul presque inlassable que font les ordinateurs pour tenter de découvrir une solution mathématique à ce problème. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça pour prouver qu'ils travaillent et pour rester allumés aussi. Et c'est le mécanisme de base qui sert aujourd'hui à assurer l'intégrité du réseau. En faisant ça, on fait travailler des ordinateurs sur la planète, on s'assure qu'ils sont tout le temps connectés et donc qu'ils possèdent la blockchain, et on les récompense pour leur travail en leur offrant des bitcoins, par consensus, par définition, si jamais quelqu'un trouve le résultat à ce problème. Dès le moment où l'un des ordinateurs du réseau dit « Eureka, j'ai trouvé une solution au problème », tout le monde va pouvoir vérifier que c'est bien le cas. Parce que c'est facile de vérifier que tel texte modifié par une fonction de hachage correspond à tel résultat. Et donc les gens vont pouvoir dire, ok, c'est bien cette personne située par exemple en Irlande du Nord qui a trouvé le résultat. Et donc on l'accrédite par exemple de 12 bitcoins. Et on continue à nouveau à chercher une solution au problème pour créer le prochain bloc. Soyons clairs, ce que les ordinateurs essaient de résoudre, c'est un problème mathématique théorique. Une fois qu'ils ont trouvé la solution, en réalité ça ne sert à rien dans l'absolu. On la jette et on passe à la suite. Mais ça permet de faire travailler les ordinateurs pour prouver qu'ils sont allumés et qu'ils testent constamment l'intégrité de la blockchain. L'intérêt de ce problème mathématique, c'est qu'il est équitable. Chaque ordinateur qui a la même puissance a la même probabilité de trouver une solution au problème. C'est ce qui permet une certaine équité. Évidemment, si vous avez des ordinateurs très puissants, beaucoup d'ordinateurs, vous avez plus de chances de trouver une solution au problème. Évidemment, la personne qui possède plus de puissance, par exemple qui possède de très nombreux ordinateurs très puissants, a plus de chances de trouver une solution au problème. À chaque fois que quelqu'un trouve une réponse au problème, on considère que c'est elle qui crée le bloc suivant. On l'accrédite par définition d'un certain nombre de bitcoins pour la récompenser de sa trouvaille, et on passe à la recherche du bloc suivant. Mais alors, ça veut dire que je peux devenir riche juste en laissant travailler mon ordinateur? On aimerait bien le croire. Et c'est vrai en théorie,
Mais dans la pratique, les mineurs sont des gens beaucoup plus organisés que vous, avec des ordinateurs beaucoup plus puissants. Si on regarde un petit peu comment ça se passe, on peut voir qu'il existe des fermes de mineurs. On les trouve notamment en Europe du Nord, où l'électricité peut être moins chère, ou le refroidissement plus facile. Et on peut voir des ordinateurs à perte de vue qui ne font que ça, miner du Bitcoin, avec du matériel qui est spécialement dédié au minage de Bitcoin, donc qui est beaucoup plus puissant que votre ordinateur. Dans la pratique, on sait que beaucoup de mineurs sont situés en Chine, tout simplement parce que le coût de l'électricité y est moins cher. C'est incroyable, non? Terminons par l'un des plus gros défis du Bitcoin, celui de la double dépense. En fait, c'est un problème qui existe aussi avec les banques. On pourrait faire croire aux commerçants qu'on possède plus d'argent qu'on en a en réalité. Par exemple, si je dis « Tenez, voici 10 € pour acheter des bananes » et en même temps je dis à quelqu'un « Tenez, voici 10 € pour récupérer des pommes », eh bien, normalement, les commerçants vont consulter la banque et la banque va leur dire « Eh bien, il n'a pas plus de 10 € donc il faut choisir, soit il aura des bananes, soit il aura des pommes ». La banque sert en fait d'intermédiaire de confiance pour éviter que l'argent, la même quantité d'argent, ne soit dépensé deux fois. Dans le cas du Bitcoin, on a le même problème, sauf qu'il n'y a pas de banque, donc il n'y a personne en théorie pour vérifier ça. Heureusement, le concepteur du Bitcoin a pensé à tout et il a trouvé une solution pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, vous pouvez tout à fait dépenser deux fois la même quantité d'argent. Si, strictement en même temps, vous dites, voilà, je prends un Bitcoin pour acheter ça et à une autre personne, vous dites, j'ai un Bitcoin, je le dépense pour acheter ça. Ça sera écrit dans le livre de compte. Seulement, à un moment donné, les choses ne vont pas fonctionner dans le livre de compte que tout le monde va consulter. Et on verra que vous n'aviez pas l'argent. Et donc, il faudra sélectionner laquelle des deux versions on prend. Le réseau va décider, généralement la première version, et va dire, OK, cette personne a dépensé des bitcoins là-dedans, mais pas là-dedans, et elle va rejeter la dépense que vous avez essayé de faire. C'est comme ça, pour vous l'expliquer sans trop rentrer dans le détail, que ça fonctionne. Et dans la pratique, on vérifie qu'une transaction est sûre, qu'elle est solide, une fois qu'elle a été confirmée parce que plusieurs blocs ont été effectués, plusieurs blocs ont été générés. On dit en général qu'il faut attendre 6 blocs supplémentaires, 6 confirmations, pour s'assurer qu'une personne qui vient de dépenser de l'argent l'a bien fait en toute bonne foi et qu'elle n'a pas pu la dépenser deux fois. Maintenant qu'on sait comment est stockée la blockchain, intéressons-nous au fonctionnement des paiements. Comment ça fonctionne quand je veux payer quelqu'un en Bitcoin? On va découvrir ça dans le prochain chapitre.